Je passe la parole à Claudio Rumolino sur cette question de financement. Je travaille pour une société qui installe, développe des projets, construit des parcs et exploite des parcs éoliens un peu partout en France. Alors, il peut paraître un peu éloigné du problème qu'on a à traiter aujourd'hui de la rénovation énergétique de logements. Mais justement, c'est parce que on essaye d'avoir une approche globale de la problématique énergétique qu'on va voir le lien qu'il peut être fait entre le souci de construire des parcs éoliens ou photovoltaïques, peu importe, en tout cas énergie renouvelable, et le souci de participer en tant soit peu à la diminution des consommations d'énergie au niveau de l'habitat, pour les tas des raisons que tout le monde vous a très bien expliquées ici avant moi, pourquoi c'est un chantier prioritaire auquel il faut s'attaquer. Donc, je vais vous parler d'un quartier qui se trouve en périphérie de Bordeaux, qui s'appelle Malartic, sur la commune des Gradignans, qui est composé de à peu près 1600 logements, 700 maisons individuelles et 900 appartements. C'est un quartier qui a été construit au début des années 70, qui ne devait répondre à aucun cahier des charges de réglementation thermique. Ce sont des passoires thermiques. Donc les habitants de ces quartiers ont voulu prendre en main la rénovation énergétique de leur logement et on a essayé d'imaginer avec eux une façon de participer au financement de ces travaux grâce à la richesse générée par les parcs éoliens que nous construisons. Donc ce quartier a une histoire des gens qui ont appris à se battre parce que les maisons étaient bourrées de malfaçons. Donc, dès la livraison de ces maisons, dans les années 74-75, ils ont appris à vivre en se battant contre les promoteurs immobiliers qui avaient bâti leurs maisons. Donc, il y a une histoire des quartiers qui a soudé le groupe, etc. Je suis d'accord pour dire que le terrain était favorable pour la création d'une coopérative d'habitants qui sert aujourd'hui de support aux mécanismes qu'on va voir ensemble. Donc ça, c'est pour le décor. La question que nous nous sommes posée chez Valorem, c'est de dire comment promouvoir et soutenir les économies d'énergie par le développement des énergies renouvelables. Bon, on a listé toute une série de raisons, mais je m'arrêterai sur la principale, c'est lier la production et la diminution des consommations, parce que cela nous semble être vraiment la transition énergétique dont tout le monde parle, abordée par les deux bouts. Par une production renouvelable, mais il ne faut pas se contenter de ça, et par une aide à la diminution des consommations de l'autre côté. Alors, ça fait 2 ans que cette mission m'occupe, et dans un premier temps, on avait imaginé un système d'épargne locale autour des parcs éoliens, permettant aux riverains des parcs d'investir dans la société des projets pour les intéresser à ces parcs énergétiques qui arrivent chez eux sans que bien souvent il n'ait rien demandé. Et c'est en travaillant dans cette direction, ce qui était ma mission première au sein de Valorem, mettre en place des dispositifs d'épargne locale destinés aux énergies renouvelables que on avait conçu d'abord avec un premier partenaire bancaire. On a beaucoup travaillé avec le Crédit Coopératif. Une espèce de livret d'épargne qui pourrait s'apparenter à ce que à peu près tout le monde connaît, c'est-à-dire le plan épargne logement. Sauf que la différence avec ce que les banques vous proposent, qui proposent maintenant depuis plus de 30 ans, les plans ou les comptes épargne logement, c'est que l'investissement de cet argent que vous placez dans la banque, il est tracé, il est destiné à des parcs énergétiques. C'est une façon indirecte pour le particulier d'investir dans un parc éolien via un compte épargne géré par une banque et placé dans un panier obligataire d'un ensemble de parcs énergétiques d'une société comme la nôtre. La rémunération de cette épargne doit être à la hauteur de ce qui est nécessaire pour permettre à ces particuliers d'engager ces travaux de rénovation énergétique, c'est-à-dire ouverture en droit à prêt pour la rénovation énergétique de son logement,
Et les coûts financiers de ces prêts pour la rénovation énergétique sont entièrement couverts par la rémunération obtenue grâce à l'investissement dans l'éolien. Donc, bon, ça c'est un mécanisme relativement compréhensible, on va dire. La différence avec ce qui existe aujourd'hui, c'est que l'investissement, il est tracé. Il y a une traçabilité de l'argent. C'est un souci qui émerge depuis un certain temps. Maintenant, les gens se demandent de plus en plus, mais à quoi sert mon argent? Que font les banques de mon argent? Nous, ce que nous avons suggéré de faire, puisqu'effectivement, il y a des gros besoins de financement pour les parcs énergie renouvelable, c'est que la rénovation énergétique, ou en tout cas l'épargne que pourrait précéder la rénovation énergétique, serve à financer des parcs énergétiques qui sont capables de rémunérer suffisamment cette épargne pour qu'ensuite puisse s'engager un processus vertueux de rénovation énergétique des logements couplés à ces fameux éco-PTZ qui permettent de constituer le budget travaux pour lancer à la fois les travaux de rénovation, alors avec ou sans l'assistance à maîtrise d'œuvre que Valorem en tant qu'énergéticien pourrait y apporter. Et ensuite, une fois que cette boucle est bouclée, on peut lancer des travaux de rénovation du bâtiment et de rénovation énergétique, sachant que pour l'analyse des besoins, nous avons bien essayé de faire la distinction entre ce qui est rénovation énergétique proprement dite et ce qui est rénovation du bâtiment, c'est-à-dire qu'il n'est pas fait pour améliorer les performances énergétiques du bâtiment, mais qui s'avère néanmoins nécessaire, indispensable, le cas typique étant celui de l'isolation d'une toiture lorsque la charpente n'est pas en bon état. On ne peut pas faire raisonnablement une isolation des toitures si on a affaire à une charpente qui n'est pas en bon état. Donc il y a toute une série d'investissements annexes ou connexes qu'il faut faire quand on s'élance dans une rénovation énergétique. On a parlé ce matin également de l'installation électrique. Il n'est pas raisonnable de laisser en l'état une installation électrique qui n'est pas conforme lorsqu'on se lance dans des gros travaux d'isolation. Donc il y a toute une série de budgets parallèles à la rénovation énergétique qu'il faut bien prendre en compte. Alors ça, c'est ce que j'appelle la rénovation énergétique individuelle, c'est-à-dire on a affaire à un particulier dans son coin, isolé, tout seul, il ne fait partie de rien, ni d'une copropriété, ni d'une coopérative d'habitants. Il existe la possibilité de mettre en place des mécanismes de solvabilisation, à part les éco-PTZ, qui permettent d'abonder justement ce budget éco-PTZ pour permettre de boucler un budget rénovation énergétique digne de ce nom. À part ça, il y a la rénovation énergétique, justement, on en vient, via la coopérative d'habitants ou la copropriété, c'est comme on veut. Alors, l'exemple dont je vais vous parler, c'est un exemple de rénovation énergétique via une coopérative d'habitants. Ça passe, en tout cas, pour l'exemple que je pilote, ça passe par la création d'une coopérative d'habitants à laquelle les particuliers un quartier peuvent adhérer. L'avantage de créer une coopérative d'habitants, c'est que nous avons affaire à une forme juridique avec une personnalité juridique qui permet d'aller voir les banques de façon un peu plus aisée. Il nous est arrivé de vouloir mettre en place le mécanisme dont je vais vous parler tout de suite et d'aller solliciter les banques pour que les banques financent les travaux de rénovation et que les banques nous disent non, nous on ne peut pas faire ça en direct avec les particuliers. En revanche, on peut le faire avec une entreprise. C'est de là est surgie l'idée de créer cette coopérative d'habitants. C'est vrai que ça donne une force de négociation non seulement avec les banques, mais également vis-à-vis des artisans qui interviendront ou des entreprises qui interviendront pour faire les travaux eux-mêmes. On peut grouper les chantiers et obtenir une capacité de négociation supplémentaire. Donc, revenons au volet financier de l'affaire. Le volet financier de l'affaire, ça veut dire que la coopérative peut emprunter, comme par exemple chez Énergie Partagée, et je le cite parce que je sais que ce projet a été agréé par Énergie Partagée et qu'il est probable que ce soit par eux qu'on passe
Après, ça peut prendre une ampleur nationale si tant est que ça marche, si tant est que des volontés politiques sont derrière pour pousser en ce sens. C'est pas gagné d'avance, mais en tout cas, à notre modeste niveau, nous essayons de le mettre en œuvre. Voilà. Après, je pourrais vous parler également du plan d'épargne rénovation énergétique, qui est un peu similaire à celui que je vous ai montré initialement, mais en faisant travailler tout un réseau bancaire de banques de détail et qui pourrait canaliser l'épargne de toute une série de populations, qu'elles soient riveraines des parcs ou non. Vous connaissez probablement tous le livret développement durable, dont personne ne connaît la destination des fonds. On nous dit que c'est un livret destiné à financer des projets de développement durable, sauf qu'aucune banque n'est capable de vous dire à quoi elle utilise cet argent et personne n'analyse si les investissements sont réellement destinés à financer des travaux qui aient quelque chose à voir avec le développement durable. Il y a donc clairement un défaut de traçabilité des fonds. Ce que nous avons imaginé et que nous avons proposé à la Caisse des dépôts, c'est de donner une destination claire aux fonds qui sont collectés via ces livrets d'épargne. Il faut savoir qu'il y a en France plus de 60 millions de livrets A et presque 10 millions de livrets développement durable pour un encours de 280 milliards d'euros. Il y a 280 milliards d'euros dans les livrets des Français. La collecte du livret A sert à financer le logement social. Et c'est la Caisse des dépôts qui a pour mission publique de financer le logement social grâce à cette collecte-là. Donc pour ce qui est du livret de développement durable, je me répète, on ne sait pas qui l'utilise, ni comment, ni pourquoi faire. Il serait temps peut-être d'encadrer un peu mieux ça, surtout que si on veut remplir nos objectifs à 2020 de 23% d'énergie renouvelable dans notre bouquet énergétique, eh bien, il va falloir financer un certain nombre de parcs éoliens, photovoltaïques, méthanisation, géothermie, etc. Et les ressources financières manquent. Donc l'une des pistes qu'on pourrait imaginer, c'est de mettre cette épargne des Français au service de cet objectif qui est un objectif noble, puisque le but de l'opération, c'est de nous passer des énergies fossiles, de substituer ces énergies fossiles grâce aux énergies renouvelables. Et donc voilà, collecter l'argent, l'épargne des Français via ces livrets d'épargne, qui pourraient être ensuite canalisés par la Caisse des dépôts, comme c'est le cas pour le livret A et le logement social, mais cette fois-ci pour une mise à disposition de fonds sous la forme de prêts ou d'obligations qui permettent de rémunérer cette épargne qui, à son tour, pourrait être destinée pour le titulaire du livret à la rénovation énergétique. C'est-à-dire que ce livret d'épargne pourrait être très bien un livret d'épargne ouvrant droit après pour la rénovation énergétique, comme c'est le cas des comptes épargne-logement ou des plans épargne-logement. Et encore une fois, on a ici une boucle qui, d'un point de vue financier, permet de faire le tour de la problématique énergétique, permet de financer les parcs énergie renouvelable et permet de financer, grâce à ces prêts rénovation énergétique, les travaux chez les particuliers. Bon, voilà ce dont j'avais envie de vous faire part, de la réflexion que nous menons et les actions que nous menons au niveau de Valorem dans ce quartier de bordelais. Il y a quelque chose que je n'ai pas trop compris dans votre présentation, pourquoi ça marche. Si vous revenez au schéma encore plus retour, voilà. Parce que je me dis, si l'investissement dans le grand éolien est tellement intéressant, autant énergie partagée investit directement là-dedans et
finance à une manière ou une autre avec le bénéfice, les travaux. Énergie. Soit il y a d'autres investisseurs qui disent, mais moi, je tire le profit vers moi, j'investis donc dans les éoliennes et j'utilise les bénéfices qui apparemment sont très intéressants, j'utilise pour payer mes actionnaires. Donc, il y a quelque chose dans le système que je ne comprends pas trop. Moi, je ne comprends pas la question, mais bon. Pourquoi Énergie Partagée n'investit pas directement dans les éoliennes? Parce que la charte Énergie Partagée lui interdit d'investir dans des parcs qui ne sont pas citoyens. Pour qu'Énergie Partagée accepte d'investir dans un parc éolien, il faut que ce parc soit sous la gouvernance citoyenne et pas d'une entreprise. Énergie Partagée ne finance pas l'éolien. Énergie Partagée finance les investissements énergétiques citoyens, à majorité et à gouvernance citoyenne. Et aujourd'hui, il n'y a qu'un seul parc éolien en France qui est financé ou qui va être financé par Énergie Partagée. C'est le parc de Bégane, en Bretagne, parce que c'est un parc qui a été entièrement développé et dont le capital est entièrement possédé par les habitants du territoire. Et ça, c'est dans la charte Énergie Partagée. Ils n'investissent pas dans les parcs éoliens rien que parce qu'ils sont éoliens. La condition, c'est qu'il y ait une gouvernance citoyenne. L'objet de la coopérative d'habitants, c'est de assister les habitants du quartier Malartic à procéder à la rénovation énergétique de leur logement. Alors, c'est une coopérative loi 1947. Il faut savoir qu'il existe en droit français 17 formes de coopératives, mais que la coopérative d'habitants proprement dite, telle qu'on la connaît dans d'autres pays européens, n'existe pas en droit français. Donc c'est un peu abusivement que je l'appelle coopérative d'habitants. Parce que la coopérative d'habitants n'existe pas en droit français. Vous avez des coopératives de production, des coopératives de consommateurs, mais vous n'avez pas des coopératives d'habitants. Pour autant, vous pouvez toujours créer une coopérative. Alors, loi 1947, pourquoi? Parce qu'en 1947 est sortie toute la législation sur les coopératives en France. Et la forme la plus simple, la plus primitive des coopératives qui existent en droit français, c'est celle qui s'appelle aujourd'hui, qu'on appelle aujourd'hui loi 1947, parce que c'est telle qu'elle est sortie en 1947. Donc, le principe de la coopérative est toujours le même, c'est la gouvernance, un homme, une voix, indépendamment du capital apporté à la société. Donc, vous pouvez en faire l'objet social que vous voulez, à la limite, si vous respectez les principes de gouvernance de la coopérative. En l'occurrence, l'objet social de cette coopérative dite d'habitants, c'est d'assister les habitants coopérateurs de ce quartier à rénover énergétiquement leur logement. De différentes façons. Je vous ai parlé du volet financier, le rôle que joue la coopérative dans cette affaire sur le volet financier. Mais cette assistance ne se limite pas à cette aide financière. La coopérative est aussi l'interlocuteur des banques. La coopérative est aussi l'interlocuteur des artisans. Quand on aura 10 toitures à rénover, c'est la coopérative qui lancera le dossier de consultation des entreprises et qui va éplucher les offres. Seul ou assisté d'un maître d'œuvre. Nous, au niveau de Valorem, on joue un rôle aussi là-dedans dans la rédaction des dossiers de consultation des entreprises et l'analyse des offres. Combien coûte le fonctionnement de la coopérative? Pratiquement rien. Budget dans le schéma, là, surtout. Et pratiquement rien. Pour l'instant, il n'y a eu que les 650 € de capital initial qui ont été versés par les 16 familles qui composent la coopérative, qui a permis de faire face aux frais de démarrage, annonces légales, inscription au greffe, etc. Mais il n'y a aucun salarié dans la coopérative. Tout ça fonctionne avec le travail bénévole des coopérateurs. Pour l'instant, il n'y a pas de budget de fonctionnement. Alors, au départ, 16 familles.
mais potentiellement beaucoup plus. Alors, cette coopérative s'appelle Fourmicop Malartic, parce que derrière tout ça, il y a une histoire, c'est les fourmis dans le compteur. Le fourmi dans le compteur, c'est le nom de l'association de quartier qui a été créée il y a déjà plusieurs années de ça, et qui a amené toute une action de pédagogie, d'éducation populaire, avec des ateliers organisés à l'attention des voisins sur la consommation d'énergie, la consommation d'eau. Il y a quand même derrière tout ça un groupe assez soudé. Et si aujourd'hui il y a 16 familles qui ont accepté de faire partie de l'aventure au démarrage, il y a quand même 40 familles qui font partie de l'association Les Fourmis dans le compteur et qui sont toutes potentiellement adhérentes à la coopérative. Alors, tout le monde n'a pas besoin des travaux ou de la même quantité de travaux ou de la même qualité de travaux, parce que là, par exemple, pour répondre à une question qui a été posée récemment, il y a plein de gens qui ont déjà fait une partie des travaux, qui ne pouvaient pas ne pas avoir fait de travaux. Les toitures fuyaient, donc ça a été l'occasion de refaire le toit. Alors que ça veut dire qu'aujourd'hui, on se trouve avec un parc de logements à rénover, homogène à la base, mais hétérogène par l'état d'avancement des différents travaux qui ont pu être faits ici ou là. Tout ça, il va falloir le reprendre, voir si les travaux qui ont été faits correctement, si c'est compatible avec une rénovation thermique digne de ce nom, etc., etc. Mais bon, c'est aussi le reflet de la réalité du parc de logements français. On part pas dans une forêt vierge où tout est à faire et qu'il ne s'est rien passé depuis que les maisons ont été construites. Il faut tenir compte aussi de cette réalité. Trois questions. Bon. Ok. On reste une petite demi-heure et je voudrais bien qu'on passe aussi sur d'autres éléments, mais on va y aller. Alors, vous aviez la parole au début. Allez. Juste derrière. Merci. Donc moi c'est très actuel. Je voulais savoir le projet éolien en lui-même, il comprend combien d'éoliennes? Est-il sur un terrain privé ou un terrain communal? Non, je vous arrête tout de suite. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un projet éolien. Il s'agit d'un ensemble de projets éoliens qui forment aujourd'hui le parc de la société Valorem. C'est-à-dire, je ne parle pas ici d'investir dans un projet précis qui va permettre de faire fonctionner ce mécanisme. Il existe des parcs déjà en fonctionnement. L'investissement dont on parle, ce n'est pas pour faire sortir un nouveau parc de terre, parce que si le parc n'est pas encore sorti de terre, ça veut dire qu'il ne produit pas encore des richesses, ça veut dire qu'il ne peut pas faire fonctionner ce mécanisme. Donc effectivement, pour que ça marche, nous partons d'un parc éolien ou d'un parc de parcs existants et qui fonctionne et qui dégage du bénéfice. Et c'est ce bénéfice-là qui permet de rémunérer les obligations en question. Moi, je voulais savoir si c'était les habitants qui avaient fondé la SCOP et qui étaient venus vous chercher après, ou si c'était vous qui étiez à l'initiative du projet, qui était Bon, je vais tout vous révéler. Le PDG de Valorem habite le quartier. Bon, il habite une de ces maisons pourries faites en 1974 par Chalandon. Alors moi la question, ça marche. Donc là, imaginons, donc les 10 familles veulent investir 100 000 euros dans cette approche-là. Donc elles demandent d'emprunter à énergie partagée 100 000 euros. Il y en a les 2 tiers qui vont pour financer les projets éoliens. Il reste 30 000 euros, 35 000 euros donc pour les familles pour pouvoir investir. C'est 35 000 euros, donc ça veut dire que là, dans le schéma, est-ce que tout est équilibré? Est-ce qu'elles n'ont aucun autofinancement à apporter, ou est-ce que la valorisation des C2E suffit à elle-même en fonction de la nature des travaux à bénéficier de ce capital sans apport initial? Voilà, la question, elle est aussi à ce niveau-là. Après, le schéma, on voit les clés de communication. Après, on a du mal à cerner les capacités d'équilibre. Parlons budget. Des estimations ont été faites sur le coût de ces rénovations énergétiques qui nous ont conduit à, bon, il faudra le mettre à jour, mais
on tournait autour des 37 500 euros en moyenne par maison. C'est des petits pavillons de 100 mètres carrés. Si de ces 37 500 euros, nous avons 30 000 qui nous proviennent de l'éco-PTZ, il nous reste 7 500 à trouver. Les 7 500 à trouver arrivent de là. Maintenant, que tel ou tel particulier n'ait pas la possibilité d'emprunter 30 000 euros en éco-PTZ ou ait un pécule qui lui permet à faire un apport de fonds propres, c'est l'affaire de chacun. On ne va pas analyser ça à notre niveau. Nous, ce que nous disons, c'est que s'il est possible d'obtenir un éco-PTZ de 30 000 euros, on a déjà couvert 80% du besoin de financement. Et que le 20 autres pourcents arrive de là. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Donc, finalement, le particulier, s'il a le bénéfice et la capacité d'emprunter les 30 000 euros et de rembourser ses mensualités, il a en gros un bonus de 7 500 euros sur le PTZ sans apport aucun. Quoi. Oui, là, tel que c'est présenté, le schéma, il n'y a aucun apport personnel. En fait, c'est que des prêts à taux zéro, ça. Enfin, ça, c'est un prêt à taux zéro. Il va rembourser 2 000 euros par an pendant 15 ans, 30 000 euros. Et là, il ne va rien rembourser du tout. Ça, c'est quelque chose qui vient abonder son budget sans contrepartie. Ou alors, la contrepartie qu'il nous faudra finir de trouver, c'est les certificats d'économie d'énergie. Une dernière question. Vous avez bien pour les Et est-ce que vous aspirez à pouvoir reproduire l'opération avec d'autres coopératives d'habitants ? Notre souhait, c'est que ça marche et que ce soit reproduit ailleurs. D'ailleurs, nous avons obtenu, la coopérative Fourmicop a obtenu une subvention du Conseil régional d'Aquitaine de 100 000 euros pour mettre au point le dispositif, parce que il y a les études aussi. C'est-à-dire qu'actuellement, on est en phase les maisons sont en train d'être analysées par un laboratoire universitaire, par les entreprises partenaires que nous avons convoquées, et on a demandé à toutes les entreprises partenaires à ce stade. Alors, on a un cabinet d'architectes, on a un économiste de la construction, on a un frigoriste, un gars qui s'occupe des climatisations, on a un thermicien. C'est-à-dire, je ne parle pas encore d'artisans manuels, je parle là que du groupe qui a de réflexion qui est en amont. Ils ont tous accepté de participer à hauteur de 30% de leurs prestations. C'est-à-dire que leur prestation a été chiffrée, et tout le monde a accepté de dire il y a une part d'autofinancement égale à 30% de ma prestation. Et c'est avec cette note-là que nous sommes allés voir le conseil régional et demander une subvention. En fait, on avait sollicité aussi le conseil général, la communauté urbaine de Bordeaux et l'ADEME. Pour l'instant, seul le conseil régional a donné son accord pour subventionner la partie amont, c'est-à-dire les études. Le conseil général a botté en touche et la CUB, on attend la réponse ces jours-ci. Parce qu'il y a un coût, tout ce travail de préparation a un coût. Et l'une des conditions qui nous ont été posées, mais que de toute façon nous avons mis en avant qu'on nous le demande, c'est la réplicabilité du dispositif. On essaye de standardiser au maximum les interventions, faire quelque chose de... l'idéal serait d'arriver à mettre au point des protocoles d'intervention sur ces chalandonnettes-là, mais qui dit chalandonnette, c'est quand même un habitat assez répandu. C'est toutes ces maisons individuelles qui ont été construites entre 1965 et 1975, à des centaines de milliers d'exemplaires, pourraient faire l'objet du même protocole d'intervention. Et c'est ça qui a le plus séduit les élus, d'avoir affaire à un modèle reproductible.